Donc, je vais maintenant passer la parole à Marcella Gargiulo, qui, je la remercie d'accepter d'être modératrice pour la session 1, concrétiser la recherche en sciences humaines et sociales. Bonjour Marcella et merci. Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter, je suis ravie de vous présenter cette table ronde qui s'intitule « Concrétiser la recherche en sciences humaines et sociales ». Et je voulais dire un petit mot en disant, pour introduire cette table ronde, en disant que la recherche dans le champ des maladies rares, dans la philosophie de la Fondation, a le mérite de promouvoir conjointement la recherche fondamentale, la recherche clinique, mais aussi, et en cela, la Fondation est pionnière, la recherche en sciences humaines et sociales. C'est un facteur essentiel dans ces maladies car l'impact humain, psychologique et socio-économique est majeur. Donc, pour commencer cette table ronde, je vais présenter chacun des intervenants et je vais demander aux intervenants, pendant que je vous présente, d'installer votre diaporama. Les CV des 4 intervenants est foisonnant. J'ai pris quelques aspects de votre CV, donc je vous demande de ne pas hésiter à rajouter si j'ai omis quelque chose d'important. La première présentation est celle de Charlotte Jacquemont. Charlotte Jacquemont est chercheure CNRS dans les laboratoires de neuropsychologie interventionnelle à l'Institut Mondor de recherche biomédicale. Et elle travaille donc dans ce laboratoire de neuropsychologie interventionnelle, qui est une notion très intéressante puisque c'est neuropsychologie interventionnelle étudie bien sûr les fonctions cognitives, mais non seulement dans leur déclin, mais aussi par leur restauration. Et je pense que c'est une piste très intéressante dans les projets d'études à venir et dans les essais cliniques. Je pense que c'est très intéressant de l'entendre et de comprendre la portée de ces travaux. Donc, elle est aussi rattachée au département d'études cognitives de l'École normale supérieure de Paris. Et donc, le titre de son intervention est « L'apport de la psycholinguistique dans le suivi des maladies neurodégénératives, l'exemple du CATEX, un biomarqueur linguistique dans la maladie d'Huntington ». Donc, Charlotte, je vous donne la parole. Bonjour, je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, je vais partager mon écran. Bah, tout d'abord, donc juste, je fais passer. Est-ce que là, vous voyez si ça passe ou pas? Très bien, parfait. Ok, super. Bon, ben, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à présenter les travaux de mon équipe dans ce colloque de la Fondation Maladies Rares. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que peut apporter la psycholinguistique dans le suivi de maladies neurodégénératives. Et j'ai montré l'exemple du CATEX, qui est un biomarqueur linguistique qui a été développé dans le cadre de la maladie de Huntington. Donc là, quelques mots sur la maladie de Huntington. C'est une maladie génétique autosomique dominante. Cela signifie qu'il suffit d'une mutation sur le chromosome 4 pour pouvoir développer cette maladie. Et en termes de transmission de la maladie, il suffit qu'un des 2 parents ait la maladie pour que le risque soit de 50% pour que l'enfant ait la maladie. C'est une mutation sur le gène de la huntingtine qui intervient notamment dans le cerveau. Et dans cette maladie, on observe des troubles moteurs. Donc, c'est assez caractéristique, c'est ce qu'on appelle la chorée de Huntington, avec des mouvements moteurs qui sont difficiles à inhiber. Des troubles cognitifs qui étaient un peu moins connus jusqu'à ces dernières années. Et maintenant, en fait, on se rend compte que les troubles cognitifs sont assez importants et peuvent apparaître avant les troubles moteurs. Et notamment, ils touchent le langage et les fonctions exécutives. Et des troubles psychiatriques. Je précise juste que ces 3 différents types de troubles peuvent apparaître de manière complètement indépendante et qu'il y a vraiment une variabilité au sein des patients. C'est une maladie neurodégénérative qui apparaît vers 40 ans, donc c'est encore une maladie, c'est un âge où on est jeune, très actif dans la vie professionnelle et dans la vie sociale. Et l'évolution de la maladie, c'est à peu près en 15-20 ans jusqu'au décès du patient.
il n'y a aucun traitement curatif qui est disponible à ce jour. Donc, c'est une maladie neurodégénérative. Alors, les maladies neurodégénératives, elles sont très fréquentes. Ça touche en Europe 179 millions de personnes et pour un coût de 800 milliards d'euros. Donc, c'est un réel problème de santé publique. Évidemment, c'est une charge pour les patients et puis c'est une charge pour les aidants qui vont aider les patients tout au long de l'évolution de la maladie. Et ça pose plein de questions en termes de santé et aussi de recherche, des challenges et à la fois médicaux et sociétaux. La maladie de Huntington, donc c'est une maladie neurodégénérative, mais contrairement à la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est une maladie rare. Elle touche en France 7000 patients et il y a également à peu près, on estime, 12 000 individus qui sont porteurs de la mutation génétique, mais qui n'ont pas encore les signes cliniques de la maladie. Alors, pourquoi je m'intéresse à cette maladie rare? Donc, elle a vraiment cette particularité par rapport aux autres maladies d'apparaître chez le sujet jeune, donc vers 40 ans, et en plus d'avoir cette composante génétique où il suffit d'une mutation génétique pour savoir qu'on va développer la maladie. Et du coup, ça nous permet, les sujets qui sont à risque d'avoir la mutation génétique peuvent être testés quand ils ont 18 ans pour savoir s'ils sont porteurs du gène de la mutation. Et s'ils sont porteurs du gène, ils savent qu'ils vont développer les signes, mais ils ne savent pas exactement quand. Donc, nous, on peut suivre ces individus qui ne sont pas encore malades, qui n'ont pas les signes cliniques, mais par contre, qui sont à risque de développer les signes cliniques. Et on peut les suivre sur des dizaines d'années. Et du coup, et c'est assez bien caractérisé la période qui précède l'apparition des signes cliniques. En termes de dégénérescence, elle affecte une partie spécifique du cerveau qui est le striatum. Donc ici, vous le voyez, c'est vrai, il y a donc des deux côtés du cerveau et c'est vraiment une région centrale. Là, vous avez le putamen et là, le noyau codé et ça affecte principalement ces deux régions. Et ça, c'est au début de la maladie. Et après, en fait, au fur et à mesure que la maladie évolue, il va y avoir une atteinte corticale. Mais au début de la maladie, la dégénérescence est vraiment focalisée sur le striatum. Et même la dégénérescence du striatum commence avant l'apparition des signes cliniques. Et en termes du coup de lien avec le comportement, on sait que le striatum est très impliqué dans le contrôle moteur et ça explique pourquoi dans cette maladie on observe des troubles moteurs, mais il est aussi très impliqué dans des fonctions cognitives comme les fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est inhibition, initiation, flexibilité du comportement, aussi le contrôle, l'abstraction, et également dans le langage. Et ça, c'est ce qu'on observe dans des tâches, par exemple, de fluence verbale ou pour la compréhension de phrases complexes ou pour la production de phrases complexes qui est très présente chez ces patients. Donc, les challenges médicaux qui sont posés par ces maladies neurodégénératives, elles sont à plusieurs niveaux. Premièrement, le problème du diagnostic. En fait, cette question est très, très importante et ce n'est pas si trivial que ça. Comment on va faire le diagnostic d'une maladie neurodégénérative et quand peut-on détecter les premiers signes cliniques de la maladie? Et c'est très important parce qu'en fait, il y a des travaux qui ont été faits dans la maladie de Alzheimer qui ont montré que la fenêtre temporelle où il y a les premiers signes de la maladie, il y a une bien meilleure réponse aux traitements qui peuvent être proposés aux patients. Et donc, du coup, il est vraiment important de caractériser ces tout premiers signes pour pouvoir agir le plus rapidement sur ces maladies. Ensuite, il y a la question du pronostic. Peut-on prédire l'évolution d'une maladie? Donc là, dans la maladie de Huntington, ça se pose aussi bien pour les patients, pour les individus qui ont la mutation génétique, quand est-ce que je vais avoir les signes cliniques de la maladie? Mais quand on a aussi une maladie, comment je vais évoluer? Comment je serai dans un an? Donc c'est une question que se posent les patients, mais c'est aussi une question que se posent les aidants et qui peut modifier la prise en charge. Et enfin, il y a toute la question des essais cliniques. Donc, quels sont les marqueurs qui vont être les plus sensibles pour pouvoir monitorer l'effet de nouveaux traitements? Et ça aussi, ça peut paraître trivial, mais ça ne l'est pas du tout parce qu'on a besoin d'une ligne de base, on a besoin d'avoir un marqueur que l'on va pouvoir suivre dans le temps et qui va évoluer et qui va pouvoir nous montrer ou pas l'efficacité d'un traitement qu'on propose. Et donc, ces marqueurs, ils doivent être sensibles. Dans les maladies dégénératives, on doit pouvoir montrer le déclin du marqueur en quelques mois, parce qu'un essai clinique va durer juste quelques mois. Et
ces marqueurs aussi ne doivent pas être sensibles à l'effet retest. Par exemple, dans les tests cognitifs, un test qu'on va faire passer plusieurs fois à un patient lors d'un essai clinique ou lors d'un suivi, si au bout d'un moment le test est apprenable, si le patient apprend à faire le test, ses performances vont s'améliorer alors qu'il décline. Elles vont s'améliorer non pas parce qu'il va mieux, mais parce qu'il a juste appris à faire le test. Donc ça, c'est vraiment très important quand on construit des tests. Pensez à l'effet retest et au fait que le test va être utilisé plusieurs fois au cours du suivi. Donc, comment ça se passe dans la maladie de Huntington? Dans la maladie de Huntington, il y a un test qui a été développé qui s'appelle l'UHDRS et c'est un score qui comprend qui teste plusieurs niveaux et qui a été développé pour suivre cette maladie. Donc, je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails de ce test. Il est utilisé de manière internationale et il y a un score moteur, un score fonctionnel, des tests cognitifs et une échelle de psychiatrie. Ce test, il a été très bien pour caractériser les premiers signes, faire les premières avancées médicales pour le suivi de cette maladie, mais il a quelques limites. Déjà, il n'est pas assez sensible pour détecter des signes précoces. Donc, c'est les premiers signes qu'on va pouvoir détecter chez ce qu'on appelle les individus présymptomatiques. Donc, les individus présymptomatiques, c'est ceux qui ont la mutation génétique, mais qui n'ont pas encore les signes cliniques de la maladie de Huntington. Et du coup, comme il n'est pas assez sensible, on va souvent avoir un diagnostic qui est retardé. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté de cette meilleure fenêtre temporelle qui est plus réceptive au traitement. Ensuite, il est très, très sensible à l'effet retest parce qu'il y a des tests cognitifs pour lesquels il faut développer un petit apprentissage. Et du coup, plus de fois le test est passé et meilleurs vont être les patients alors qu'ils ne sont pas meilleurs. C'est juste qu'ils ont bien appris à faire le test. Et du coup, ce n'est pas du tout adapté pour suivre un déclin de performance. Et ce n'est pas adapté pour des essais cliniques où on va avoir besoin justement d'un test sensible qui n'est pas sensible à l'effet retest. Et ce sont aussi des tests où il y a besoin d'avoir des grandes cohortes de sujets pour pouvoir faire des analyses statistiques. Et avoir des grandes cohortes de sujets, ce n'est pas toujours possible. Je pense à des essais cliniques qui sont assez innovants, qui ont été faits par exemple en thérapie génique ou avec des greffes de cellules dans le cerveau. Donc ça, sont des essais cliniques que l'on peut faire que sur des petites cohortes parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il faut mesurer les conséquences. Et donc, du coup, l'UHDRS n'est pas du tout adapté pour faire des suivis d'essais de petites cohortes. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de penser différemment ce type de recherche. Et l'idée, c'était d'utiliser un test qui allait se focaliser sur les fonctions cognitives qui étaient traitées par le striatum. Du coup, principalement, le langage et les fonctions exécutives. Et donc, nous avons développé un test qui est un test de psycholinguistique de dénomination. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Il y a deux conditions qui s'appellent exemplaire et catégorie et que je vous explique là dans un instant. Donc, dans ce test, vous voyez une image comme ça. Il y a deux items, enfin, il y a deux images. Et vous devez dire un seul mot qui permet de décrire les deux images que vous voyez. Donc ici, normalement, vous allez dire serpent. Ensuite, vous allez voir une autre image qui est comme ça. Ici, vous allez dire lézard. Et là, vous voyez une autre image. Et cette fois, vous voyez que les deux images ne sont pas tout à fait la même. Mais il faut quand même dire un seul mot qui permet de décrire les deux images. Et ce qu'on attend de vous, c'est le mot reptile. Donc ici, c'est la catégorie exemplaire, quand les deux images sont la même chose. Et ici, c'est la condition catégorie. La différence entre ces deux conditions, exemplaire et catégorie, c'est qu'il va y avoir le langage qui est appliqué avec une modulation de la charge exécutive. Et donc, juste ce que ça va faire, c'est que quand vous dénommez le mot lézard ou quand vous dénommez le mot serpent, l'exemplaire, la charge exécutive que vous avez pour faire cette tâche, elle est beaucoup moins élevée que quand vous devez dénommer la catégorie, qui demande vraiment d'accéder et de manipuler des connaissances conceptuelles avec un certain degré d'abstraction. Et donc, cette tâche, vous avez les deux conditions. La condition exemplaire qui a une faible charge exécutive, la condition catégorie qui a une charge élevée exécutive, et les deux tâches, donc les deux conditions qui sont des conditions de langage. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de la façon dont on a sélectionné les items dans les deux conditions avec la fréquence d'occurrence, les propriétés phonologiques des items. Je peux répondre à toutes les questions là-dessus, mais
Je pense que je ne voudrais pas perdre trop de temps sur ce point-là. Donc, c'est un test intuitif. En fait, faire dénommer des patients ou des sujets sains, c'est très facile. On leur dit juste, il faut nous donner un seul mot pour décrire les deux images que vous voyez. Et donc, c'est beaucoup moins propice à l'effet retest. On sait que les tests qui sont assez intuitifs, qui vont être faciles à faire du premier coup, sont beaucoup moins sensibles à l'effet retest. C'est très court, ça dure 10 minutes. Et ce test peut être fait passer par tous les cliniciens qui travaillent avec des patients qui ont besoin d'avoir une expertise spécifique. Et dans l'échelle que je vous ai montrée au début, le HDRS, il faut avoir été formé, il y a des certifications parce que c'est assez compliqué à côté. Alors là, dans ce test, ou vous donnez la réponse correcte ou ce n'est pas la réponse correcte. Et donc, du coup, ça permet de gagner du temps pour la prise en charge des patients parce que n'importe quel clinicien peut faire passer ce test. Donc, pour revenir aux questions, aux challenges médicaux que j'ai abordés au tout début de cette présentation, il y a la question du diagnostic. Alors, je vais vous montrer les résultats qu'on a eus avec ce test. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons testé des sujets sains et des individus présymptomatiques, donc qui n'ont pas de signes cliniques de la maladie, mais qui ont la mutation génétique. Et donc là, ce que vous voyez, ce sont les performances des sujets sains ici et des présymptomatiques ici. Là, c'est le score. Meilleur est le score et meilleure est la performance. Et là, vous avez les deux conditions, donc catégorie en vert et exemplaire en rouge. Et ce qu'on voit, donc chez des sujets qui n'ont aucun symptôme clinique de la maladie, on voit déjà qu'ils ont des moins bonnes performances que des sujets contrôle. Ici, on avait testé juste 19 sujets présymptomatiques, donc c'est tout petit comme cohorte, et donc ça veut dire que le test est très sensible. Et quand on regarde l'imagerie cérébrale, on peut corréler le score qu'ils ont eu, les performances qu'ils ont eues à la condition catégorie avec le volume du striatum. C'est-à-dire que plus le striatum est atrophié, et moins bonne est la performance à catégorie. On peut dire donc que le score catégorie permet un diagnostic précoce des tout premiers signes de la maladie chez des sujets qui sont présymptomatiques, encore une fois, avant un diagnostic clinique. Ensuite, on se pose la question du pronostic. Est-ce qu'on peut prédire l'évolution? Alors ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons testé des individus présymptomatiques et nous les avons suivis dans le temps. Donc, on a testé, on leur a fait passer le CATEX, ce test-là, à un temps, enfin T0, et ensuite, on les a suivis pendant des années, donc pendant 9 ans. Et pendant ces 9 ans, il y en a 9 qui ont déclaré les symptômes de la maladie, donc qui sont devenus patients de la maladie de Huntington. Et je vais vous montrer ici les scores qu'on a eus. Donc ici, vous avez, c'est les 19 sujets que je vous ai montrés tout à l'heure qu'on a suivis. Donc ici, ça c'est un sujet, ça c'est un autre sujet, ça c'est un autre sujet. Ici, vous avez le score. Et encore une fois, ici, en rouge, c'est exemplaire et en vert, c'est catégorie. Et donc là, vous avez les scores individuels des 19 sujets qui ont été testés à temps zéro. Donc les 9 sujets qui sont devenus symptomatiques, ce sont ceux-là, ceux que l'on voit ici, où il y a des petites flèches. Et en fait, si on regarde un peu plus en détail, c'est ceux qui avaient les moins bons scores à la condition catégorie. Et si on fait des analyses statistiques sur ces données, on montre que les sujets qui avaient le meilleur score pour la condition catégorie, c'est ceux qui ont le moins de risque de développer les symptômes de la maladie dans les 5 ans. Et donc, du coup, on peut définir un seuil du score catégorie qui va optimiser la sensibilité et la spécificité. Donc, la sensibilité, c'est la capacité à reconnaître un patient parmi les malades et la spécificité à reconnaître un non-malade parmi les non-malades. Et évidemment, c'est toujours un coût-bénéfice on cherche la meilleure ratio entre sensibilité et spécificité. Donc ici, la sensibilité est très bonne. Par contre, la spécificité est de 0,79, ça veut dire qu'on peut avoir des faux positifs. Donc, il y a peut-être encore des choses à améliorer, mais c'est très encourageant. Donc, encore une fois, on peut dire que le score catégorie, le score de la condition catégorie, peut être utilisé ici au niveau individuel, donc même pas à l'échelle du groupe, mais juste pour une personne, comme un biomarqueur linguistique de l'évolution de la maladie. Ça permet d'une part de détecter des signes infracliniques de la maladie, mais ça permet aussi de prédire l'évolution de la maladie. Et je voudrais terminer donc sur la question des essais cliniques. Quels sont les outils qui sont les plus adaptés pour monitorer l'effet de nouveaux traitements? Donc là, ce que nous avons fait cette fois, c'est que nous avons fait un suivi de patients qui avaient la maladie de Huntington, donc ils avaient bien déclaré les symptômes de la maladie.
On les a testés une fois à M0 et on les a retestés 20 mois plus tard. Et on avait une cohorte de 12 patients. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en 20 mois, juste avec 12 patients, on observait un déclin significatif, non pas cette fois de la condition catégorie, mais de la condition exemplaire. Et donc, ceci est très intéressant parce que ça nous permet de dire que si on fait un essai clinique qui va être d'une durée de quelques mois, mais pas non plus de 5 ans, enfin 20 mois, c'est tout à fait possible pour un essai clinique, on peut s'attendre à un déclin significatif de la condition exemplaire. Donc, on peut l'utiliser comme ligne de base. Et la question aussi, l'autre question dans les essais cliniques, c'est celle de l'effet retest. Donc, est-ce que si le patient passe plusieurs fois le test, il va finalement finir par s'améliorer? Donc ça, comment on a fait? On a testé donc ces mêmes sujets. On a fait un suivi longitudinal, non pas pendant 20 mois, mais pendant le plus longtemps possible. Donc, il y a des sujets qui ont été suivis pendant 6 ans. Et ils avaient une visite par an. Et donc, on a au final eu 29 sujets qui avaient au moins 2 visites. Et on a regardé si les sujets, à la fin, finissaient par s'améliorer ou pas avec ce test. Et ici, vous avez les résultats. Donc, c'est juste la condition exemplaire, qui était la condition qui diminuait dans le temps. On voit que même en 6 ans, donc ici, c'est les années que vous avez en abscisse, au fil des années, les patients n'apprennent pas à faire le test. Il n'y a pas d'effet retest. Donc, on observe toujours un déclin pour cette condition exemplaire et les patients n'ont pas appris les réponses au cours des différentes passations. Donc, pour le suivi de patients, le score exemplaire est un outil tout à fait utile. Il peut être utilisé comme un biomarqueur linguistique, aussi bien pour monitorer le déclin cognitif des patients que être utilisé dans des essais thérapeutiques qui sont faits avec des petites cohortes de patients. Donc, en résumé, le CATEX, c'est un test psycholinguistique qui va évaluer le langage en interaction avec les fonctions exécutives. Il y a 2 conditions. Une condition où la charge exécutive va être faible et une condition où la charge exécutive va être assez élevée. C'est un test, le CATEX est un test qui est rapide et facile à administrer et qui ne nécessite pas d'apprentissage, qui est vraiment très intuitif et très facile à expliquer aussi. Et les résultats à ce test peuvent être utilisés pour faire du diagnostic avant l'apparition des premiers symptômes cliniques, pour faire du pronostic chez des sujets qui sont présymptomatiques et aussi pour monitorer le déclin cognitif et l'effet des thérapies dans les essais cliniques. Donc, c'est un nouveau biomarqueur linguistique. Et pour faire un peu écho à ce qui a été dit en introduction, ce qu'on trouve dans les maladies, les résultats qu'on trouve dans les maladies rares peuvent ensuite être utilisés dans d'autres pathologies. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de tester ce test dans la maladie de Parkinson. Et il a aussi été adapté en plusieurs langues, en anglais, en allemand et en italien. Et il y a des essais qui sont en train d'être faits au sein de ces populations en Europe pour savoir si c'est transférable à d'autres pays et donc à d'autres maladies aussi. Je tiens à remercier évidemment tous les patients, tous les individus qui sont testés et qui nous aident à en savoir plus sur ces maladies, tous mes collaborateurs et les soutiens financiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charlotte Chapman, pour votre très, très claire présentation. Réellement, bravo, c'est très intéressant. Je voulais vous poser une question. Est-ce que les patients présymptomatiques, ceux qui étaient porteurs mais qui n'étaient pas encore malades, exprimaient une plainte? Est-ce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas tout à fait bien pour eux? Ou est-ce qu'ils étaient finalement dans l'ignorance de ce qui leur arrivait et que vous avez réussi à objectiver? Non, alors ils n'expriment pas du tout de plainte. Et en fait, même dans plein de tests, ils sont bien meilleurs que des sujets sains parce qu'ils font très attention au moindre déclin qui pourrait apparaître chez eux parce qu'ils savent que ça va arriver. Et du coup, en fait, c'est même assez difficile de montrer que dans certains tests, ils sont moins performants que des sujets sains. Parce qu'il y a plein de tests un peu compliqués où finalement, ils y arrivent parfois mieux avec beaucoup plus d'attention pour le test et beaucoup plus de motivation. Et ils ont moi, tous ceux que j'ai vus, ils rapportaient aucune plainte sur des troubles qu'ils auraient pu percevoir chez eux.
D'accord. Alors, je vous transmets deux questions de Jean-Louis Mandel. Donc, la première, c'est on voit tout de même qu'il y a un certain nombre de patients qui se sont améliorés la deuxième fois. Quid donc de l'effet test-retest? Voilà, est-ce que c'est... Mais vous venez de dire quelque chose aussi hein, par rapport à ça. Mais je vous pose la deuxième et vous faites un mixte. Où en est-on des essais cliniques oligo-antisens? Y a-t-il un essai en France? Ces tests sera-t-il utilisé bientôt? Merci pour cette belle présentation. Et je rajouterai à ma question, est-ce que ce test est déjà utilisé en clinique? Parce que je n'avais jamais entendu parler ailleurs. Est-ce que c'est utilisé qu'à Mondor ou vous commencez à les diffuser dans d'autres centres? Alors, par rapport à l'effet retest, c'est vrai. Et du coup, on a développé maintenant un nouveau système de test. En fait, quand on teste les sujets une première fois et qu'on le teste une deuxième fois, souvent ce qu'on observe, mais qu'on soit un patient ou un sujet sain, on s'améliore la deuxième fois parce qu'on a une connaissance du test, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est testé, qu'on a moins peur. Du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait le test une première fois. Un mois après, on le refait passer et c'est ce résultat-là, ce score-là à M1 qu'on utilise comme ligne de base. Et on montre qu'en fait, c'est beaucoup plus utile et que ce M1, après, il n'y aura plus d'effet retest. Parce que là, ce qu'on observe à M1, c'est le test avec pas la nouveauté, pas l'appréhension. Donc ça, c'est comment on teste l'effet retest. Et ça on l'a publié il y a quelques années. Par rapport au CC, est-ce qu'il est utilisé maintenant dans les essais cliniques? Alors, il avait été utilisé dans un essai clinique qui a été un essai avec des greffes dans le striatum il y a quelques années, mais ce n'était pas tous les centres. Comme c'était un essai multicentrique, je ne suis pas sûre que tous les centres l'avaient utilisé. Il avait été utilisé à Mondor, ça j'en suis sûre. Il y a eu un autre essai clinique pour lequel il a été utilisé. C'est l'essai Reaper HD, qui est un essai européen donc avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et on est en train d'analyser les résultats actuellement. Et donc, c'est que utilisé dans des essais cliniques et maintenant en clinique presque de routine, on l'utilise à Mondor. Ça va être publié là, dans les jours qui viennent, normalement, le test. Okay. Et par rapport au frigo anti-sens, je ne pourrais pas répondre. En fait, moi, je m'occupe principalement de la partie cognitive et je vais répondre des bêtises à cette question. Ok. Je donne la parole à Daniel Sherman qui veut vous poser une question et on va passer après au prochain intervenant. Merci Marcella. Je voudrais aussi dire à tout le monde que vous pouvez, en appuyant sur lever la main, poser la question oralement et qu'on vous donne la parole. Moi, j'ai une question. Je m'interroge sur la demande pronostique que peuvent avoir les patients. Est-ce que c'est important pour eux de savoir dans combien de temps ils vont... Est-ce qu'il y a une demande de prédiction de leur dégénérescence? Et puis, est-ce que finalement, il n'y a pas une responsabilité très lourde si on se trompe, de prédire à des gens que vous allez dégénérer dans 6 ans, mais en fait, voilà. Donc, quelles sont les problématiques posées par ce genre de prédiction diagnostique de la dégénérescence? Alors ça, c'est une vraie question éthique. Et quel est le droit du médecin à faire du pronostic et finalement peut-être à se tromper ou pas? Parce que on sait bien qu'en médecine, on n'est jamais 100% vrai ou 100% faux. Il y a toujours une marge d'erreur. Alors, la question de vouloir savoir, ça dépend vraiment. Il y a une variabilité entre les patients. C'est vraiment difficile de répondre à ça parce qu'il y en a qui veulent savoir et il y en a qui ne veulent pas du tout savoir. Les aidants veulent souvent savoir. Et bon, ça, on peut comprendre aussi que... Et par rapport aux questions d'éthique, si on annonce quelque chose... En fait, il faut savoir qu'il y a déjà plein d'outils actuellement qui sont faits dans ce sens-là. Donc, ce qu'on utilise actuellement pour essayer de prédire le début des signes cliniques, c'est une formule qui prend en compte le nombre de CAG, donc le nombre de répétitions qui vont faire que la formule de Langbehn. Voilà, et l'âge. Donc, c'est une formule qui est approximative et il y a également des erreurs. Et là, ce qu'on voudrait, c'est affiner, savoir une meilleure... Donc, il y a déjà plein d'outils parce qu'il y a ça et il y a aussi celle qui... il y a le nom. Donc, cette question-là, elle a déjà été adressée. Il y a déjà des outils qui ont été développés
et on voit que finalement, il y a des erreurs qui sont faites. Donc, s'il y a des gens qui sont dans la demande d'avoir une prédiction, autant que les outils soient les plus fiables possibles. Après, si les gens ne veulent pas savoir, ça, on peut tout à fait respecter. C'est comme tout le monde ne fait pas le test génétique à 18 ans. Il y en a qui ne veulent même pas savoir s'ils ont la mutation ou pas. Et ça les regarde. Enfin, c'est le choix de l'individu. Et... Oui, mais la question soulevée par Daniel, elle est essentielle, parce qu'on peut se demander si cet outil ne peut pas être utilisé pour évaluer ici et maintenant l'état cognitif du patient, et la dimension prédictive, elle paraît très complexe pour ces patients qui ont déjà suivi l'effet d'une prédiction de la maladie. Et là, je trouve que l'utilisation, en tout cas, du test en termes prédictifs reste un sujet à discuter. Oui, alors je veux juste rebondir, c'est tout à fait un sujet à discuter et j'en suis tout à fait d'accord. Il y a aussi la question de cette petite fenêtre temporelle qu'on aurait avant que les signes soient détectables cliniquement, qui semblent être plus sensibles au traitement. Et du coup, si on pouvait avoir une estimation de quand les signes cliniques vont commencer à apparaître et être invalidants pour le patient, là, on pourrait vraiment mettre de manière plus focalisée, se focaliser sur cette période pour les outils thérapeutiques, pour les traitements. Et enfin, il y a vraiment cette question qui est liée de cette fenêtre temporelle qui semble être plus sensible. Très bien. Bon, malheureusement, on doit s'arrêter, mais le sujet est réellement passionnant. Merci beaucoup, Charlotte Chacmon, pour votre présentation.